Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette 7e séance d'atelier d'économétrie. Donc aujourd'hui, j'espère que vous vous portez au mieux hein, dans cette continuité de semestre à distance. Aujourd'hui, on va s'intéresser au modèle VAR et donc j'espère surtout que vous êtes en forme pour ça parce que ça va être un gros chapitre. Donc on en est à la 7e séance, donc on va faire les modèles VAR. La semaine prochaine, on verra la co-intégration, donc encore 2 semaines de cours. La semaine d'encore après, on fera un point sur vos projets, comme il y a 2 semaines en fait. Et ensuite, vous aurez 2 séances qui vont sortir un petit peu du cadre des cours sur les séries temporelles, puisqu'on va faire une séance sur comment récupérer des données sur Internet via notamment des méthodes de scrapping, faire appel aux API, etc. Donc qui vous sera présenté par mon collègue Charles-Emmanuel Teuf. Et ensuite, moi, je vous ferai une séance sur la cross-validation, donc qui est une pratique qui est encore pas tout à fait devenue assez courante en économétrie. C'est plus quelque chose qu'on fait dans le cadre des estimations de modèles de machine learning, mais c'est quelque chose qui est adapté en fait à tout type de modélisation et que je vous inciterai à faire, notamment dès lors que vous avez des échantillons assez importants. Et on finira par une 12e séance, donc là on arrivera courant avril je pense, pour faire un dernier point sur vos projets. Donc je vous rappelle que la date de rendu du projet est le 7 mai. Le 7 mai. Voilà, donc on va tout de suite attaquer la séance. Donc comme je vous le disais, on va s'intéresser aujourd'hui au modèle VAR, vecteur autorégressif. Donc voilà le plan de la séance, hein. Je vais commencer par faire une petite introduction. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, sur c'est quoi un VAR déjà, comment on peut l'écrire dans sa formulation matricielle, etc. On va pas essayer de pas trop s'attarder sur les détails les plus techniques, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est comment on implémente sous Python. Et donc, j'ai essayé de vous donner tous les éléments qui permettront ensuite de répondre à l'application. Il y aura peut-être même 2 applications pour essayer de voir un petit peu différents aspects des VAR. Alors juste petite précision par rapport aux séances que vous avez eues jusqu'à maintenant, je ne vais pas mettre en ligne cette semaine la correction de l'application. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à vouloir faire des VAR et que je pense que avant de regarder la correction de l'application, vous avez très fortement intérêt à essayer de la réaliser par vous-même. Voilà. Donc ici on a un certain nombre de packages. Bon, commencer à en connaître un certain nombre. Donc on a NumPy et Panda pour la manipulation de données, StatsModel qui va contenir la plupart des fonctions en fait économétriques qu'on va utiliser. Notamment, on va avoir une fonction var qui va permettre de modéliser le var. Ici, on a une fonction qu'on va appeler IRF, donc pour Impulsive Response Function, fonction de réponse impulsionnelle. C'est des fonctions qui vont permettre d'interpréter les var. FEVD, c'est une fonction donc forward error variance decomposition. Donc ça c'est pour la décomposition de la variance de l'erreur prévisionnelle. Ça c'est pareil, c'est un outil qu'on va utiliser pour interpréter les résultats du VAR. Et enfin, on va importer également une fonction qui va nous permettre d'implémenter des tests de causalité de Granger. PyPlot, Cban, vous connaissez. Donc, en introduction, déjà, quelle intuition on peut avoir par rapport au VAR? Le VAR, c'est une généralisation des processus AR que vous connaissez, hein. Donc ça, c'est processus que vous avez vu lors de la séance 5 dans les modèles ARMA, hein, AR, MA, ARMA. Donc c'est une généralisation des processus AR au cas multivarié. Donc c'est un modèle qui a été proposé par Sims en 1980. Quand je vous mets en surligné comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui vous mène vers l'article, si ça veut bien charger. Voilà. Et en général, sur les vieux articles comme ça, vous pouvez les télécharger. Voilà, donc ensuite, c'est un modèle qui repose sur l'hypothèse selon laquelle l'économie peut être représentée par l'évolution d'un vecteur n de variables, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs variables qu'on va modéliser de manière auto-régressive.
ces variables-là sont censées pouvoir représenter le système auquel on s'intéresse. D'accord? Donc c'est une hypothèse qui est quand même assez importante. En réalité, il y a la possibilité d'aller chercher des variables exogènes au var, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les retards à proprement parler, enfin, qui sont des variables qui vont pas venir se placer comme variable endogène à aucune des équations. Ça s'appelle des var x, pour ceux que ça peut intéresser, qui veulent aller plus loin. Mais dans le cadre de ce cours-là, on va se limiter euh, à un système fermé, c'est-à-dire que on va faire l'hypothèse que le système que l'on cherche à modéliser est principalement euh, représenté par les variables qu'on va mettre dans le var. Et voilà, et donc effectivement, on fait aussi l'hypothèse que ces variables-là dépendent linéairement du passé des variables, mais aussi des autres variables. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de raconter là. Ici, on a un ARP, donc un processus autorégressif d'ordre P. Donc on exprime la variable contemporaine en fonction d'un certain nombre de ces retards, enfin de P retards. Okay, donc à chaque fois, ce qu'on va chercher à estimer, ce sont les phi I, pour I allant de 1 à P, hein, avec une constante, et un terme d'erreur. Ok, bon, bah, en fait, le var, en quoi ça va consister? Donc là, ça c'est la représentation canonique de la R, ici on a la représentation canonique du var. Le var, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la même chose que ça, mais sur plusieurs équations. Ok, et qu'est-ce que ça implique? Bah, en fait, là par exemple, là on est sur un var bivarié d'ordre P, c'est-à-dire qu'il va y avoir P retard. Bivarié, ça veut dire que j'ai deux variables. Ok, donc à chaque fois, la variable à laquelle on s'intéresse dépend de son passé. Là, j'ai la somme des retards en fait. Ok, mais je vais aussi prendre en compte la somme des retards de l'autre variable, de x2. Et idem pour x2, je vais avoir la somme des retards de x2, mais je vais également prendre en compte la somme des retards de x1. Ok, donc c'est un vecteur que l'on régresse sur lui-même. Voilà. Il y a beaucoup de dynamiques croisées dans un var. Ok, donc là c'est un var qu'on appelle un var bivarié, puisqu'il y a deux variables. On peut étendre évidemment un var à n variables. Ok, c'est-à-dire qu'on va avoir n équations, on va avoir juste après l'écriture d'un var quand on a n variables. Alors, il faut juste faire attention parce que bah là, vous voyez bien que là, j'ai p paramètres estimés, enfin plus la constante et les termes de la variance, la matrice de variance-covariance des termes d'erreur. Mais pour parler des paramètres au sein des équations, euh, le nombre de paramètres à estimer va augmenter de manière extrêmement rapide, même va suivre la courbe de p fois n carré, c'est très rapide. Euh, donc voilà, donc par exemple, si je suis dans un var bivarié, donc avec deux variables comme ça, avec 4 retards, donc p égale 4, donc c'est à dire que là j'ai des sommes qui vont de 1 à 4 à chaque fois, bah, je vais avoir 18 paramètres à estimer. Dans un var avec 4 retards, mais cette fois-ci 3 variables, donc j'ai 3 équations, donc à chaque fois on rajoute un terme de somme pour prendre en compte la nouvelle variable, je vais avoir 38 paramètres estimés, etc. etc. Euh, c'est ce qui va faire que on peut difficilement, enfin c'est assez compliqué d'interpréter les paramètres estimés d'un var. Et c'est pour ça que je vous parlais d'IRF et de décomposition de la variance. Voilà, donc ça c'est les outils qui vont nous permettre justement d'interpréter le var malgré la présence d'un très grand nombre de paramètres. On peut également prendre en compte, comme pour les ARMA, hein, on peut prendre en compte la structure d'autocorrélation des erreurs en estimant un var. Ça c'est pareil, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Ça fera pas l'objet de ce cours-là, il y a déjà largement de quoi s'amuser avec ce qu'on va voir ici. Donc ici, on va dans cette séance s'intéresser, on va illustrer chacune des étapes de l'estimation d'un var en ayant recours, vous avez un peu l'habitude maintenant, à des séries qu'on a euh, artificiellement générées. Donc rapidement, comment c'est construit? On a ici l'ordre du var auquel on s'intéresse. Ici, c'est le nombre d'observations.
Vous pouvez vous amuser à augmenter le nombre d'observations. Normalement, plus le nombre d'observations augmente, plus le var se rapproche des paramètres qu'on aura fixés à l'avance. Ici, ce sont les vecteurs de paramètres des deux équations. Ça, c'est les paramètres de la première équation. Ici, ce sont les paramètres de la deuxième équation. Alors, je vais m'arrêter juste 2 secondes là-dessus. Si jamais vous voulez vous amuser à les faire varier ou autre, ici, j'ai le... Alors, comment le faire simplement? Donc ici, ce sont les paramètres associés à cette somme-là. D'accord? Donc, ce sont les paramètres B1K, pour K allant de 1 à 4. Okay, si vous voulez changer le P ici, il va falloir rajouter ou enlever des paramètres dans chacune des listes. D'accord? Et ici, c'est le paramètre qui est associé à xt-1, xt-2, xt-3, xt-4. Okay, donc c'est à rebours en fait. C'est juste pour des questions de calcul matriciel après. Voilà, c'est juste ça le côté qui est pas très intuitif. Sinon, chaque colonne du array, chaque ligne du array correspond à chaque somme de l'expression du var bivarié comme elle est ici. Ok, donc ici j'initialise 4 valeurs, enfin p valeurs initiales en fait, pour chacune de mes séries. Et je prends en l'occurrence des valeurs issues d'une loi normale centrée réduite. Et ensuite, pour 1 jusqu'à n moins p, plus 1 parce que je pars de 1, je vais en gros générer à chaque fois une nouvelle valeur de x1 et une nouvelle valeur de x2 en fonction justement de mes paramètres que j'ai préalablement fixés ici. Et en fonction des 4 dernières valeurs de x2 et x1. Ce qui va me permettre de finalement reproduire les sommes qu'on a ici. À chaque fois, je rajoute un terme d'erreur issu de la loi normale centrée réduite. Ça, on est sûr de respecter toutes les hypothèses des modèles. Et là, la petite subtilité ici, c'est que je centre et réduis chacune des valeurs, parce que sinon j'avais des séries qui explosaient complètement. Voilà, et ensuite je crée artificiellement 2 chocs, un sur x2 et un sur x1, à la moitié et aux 2 tiers de l'échantillon. Voilà. Pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus? Parce que vous aurez probablement, enfin la deuxième application que vous allez avoir, ce sera sur des séries générées, ce ne sera pas sur des séries qui renvoient à des valeurs réelles, et en fait on utilisera cette application pour essayer d'aller chercher le var dans ses retranchements, pour aller chercher certaines des propriétés du var qu'on aura vu en cours. Donc essayer de comprendre un petit peu ce code, la logique qu'il y a derrière. Voilà. Donc si on regarde un petit peu le plot de mes séries, là j'ai regardé les 100 premières valeurs de chacune de mes séries, donc on a quelque chose qui 2 séries qui se suivent plus ou moins, hein, ce qui est logique puisque on les a fait dépendre l'une de l'autre. Ok. Et quand je regarde sur l'ensemble de ma période, c'est pas très joli, mais on a quelque chose qui est près stationnaire. Voilà, faudrait remener les tests, mais on a quelque chose qui est globalement et à peu près stationnaire. Ok. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça va être une des conditions pour pouvoir mener un var. Euh, il va falloir que les séries soient stationnaires. Donc on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail formel.